Rien n'est perdu aux éditions de l'Observatoire. Vraiment, Natacha Polony, dans ce recueil de vos meilleures chroniques 2018-2023, vous refusez la fatalité d'un pays qui se perdrait dans le déclin. On voit ça dans l'invitation de Marco Pommier. On en parle toutes les deux juste après. Si on vous invite Natacha Polony, c'est parce que dans ce monde brutal, anxiogène, d'Arras à Bruxelles en passant par Israël ou Gaza, sans oublier l'Ukraine ou l'urgence climatique, vous faites entendre votre voix en affirmant que rien n'est perdu. Un peu de positivité, voilà. Je pense que nous ne devons pas nous laisser aller collectivement à la dépression. Les solutions, elles existent. Un parti pris étonnant pour une éditorialiste anticonformiste, aux constats alarmants sur l'immigration, l'écologie ou encore l'école, votre sujet de prédilection. On vous dit pessimiste et décliniste, que nenni, je crois en la France, répondez-vous. Une conviction forgée peut-être auprès de la jeunesse durant votre passage éclair au lycée d'Épinay-sur-Seine en tant que professeur de lettres. Tout à l'heure, vous disiez la langue française parfois a trop de mots. Pour dire j'ai faim, c'est j'ai un. J'ai la dalle. J'ai la dalle, on va dalle. Là, on va manger, même si on dit je suis affamé ou j'ai faim, on va manger. Le résultat, il est le même. Si vous dites je suis affamée, c'est beaucoup plus fort comme mot. Indéniablement, Natacha Polony, vous savez manier le verbe. Essayiste, journaliste à la plume acérée, au service du Figaro, Europe 1, France 2, BFM TV ou encore C8. Aujourd'hui directrice du magazine Marianne. Antilibérale, favorable à la décroissance et souverainiste, le temps vous a plutôt donné raison sur ce point, alors que la France se réindustrialise doucement après le fiasco du Covid. Manque de blouse pour les médecins, manque de masques, un électrochoc. La désindustrialisation de la France, dont les chantres de la mondialisation se moquaient comme d'une guigne, est devenue le nouveau passage obligé de tout discours politique. Combattre le néolibéralisme, appeler à une révolution démocratique, dénoncer l'écologie du symbole, un livre et des éditos pour critiquer le système actuel. Mais puisque rien n'est perdu, Natacha Polony, on a une question pour vous. Quelles sont les raisons d'espérer? Réponse. Quelles sont les raisons d'espérer? La France et les Français. Parce que c'est un pays qui a des ressources, une richesse, tout simplement une énergie. Vous savez, j'étais hier, par exemple, à la remise des trophées des cantines rebelles, c'est-à-dire des petites municipalités qui font passer leur cantine en bio, en local, et qui se battent pour rendre ça gratuit pour les gamins. Vous avez là, mais des gens qui se battent pour leur pays. Là, dans 2 semaines, ça va être le salon du Made in France. Allez-y, ça vous met une pêche extraordinaire. Il n'y a que des gens fabuleux qui se battent, qui montent des entreprises, qui sont inventifs. Elle est là, l'énergie. Donc c'est les Français, avant bien tout. sûr. Alors je vous propose, parce que c'est des chroniques, et donc ça brosse parfaitement les 6 ans de mandat d'Emmanuel Macron, quelques photos. On va commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a, en 6 ans, puisque vous retracez à travers toutes ces chroniques, toute l'actualité, changé de logiciel? La Startup Nation, le néolibéral du début, s'est-il muté en protectionniste? En tout cas, le mot n'est plus tabou dans sa bouche. C'est extraordinaire. Ni le mot protectionnisme, enfin le mot souveraineté, c'est fabuleux. Il a radicalement changé parce que tout simplement, il s'est pris le réel en pleine figure. Donc il a changé dans les termes. La question est de savoir si, au pied du mur, il y a vraiment des actes. Parce que moi, je suis ravie des gens qui font leur chemin de Damas, qui se convertissent, c'est beau, tant mieux, hein, moi j'accueille. On va réinvestir dans des usines. Exactement, des usines vertes. On va recréer de l'industrie ici, on va essayer de protéger des filières, etc. C'est formidable. Le nucléaire, il a quand même flingué. Il a eu en partie, alors il n'est pas tout seul, hein, il y avait eu François Hollande avant, mais il a flingué la filière nucléaire, il a continué, puis il a arrêté le projet Astrid, qui était un projet de recyclage des déchets, mais il maintenant, la relance aujourd'hui. Là aussi, mais quel temps perdu. Donc le problème là-dedans, c'est l'absence de structure, d'architecture, de logiciel, parce que pour défendre des idées face à tous les intérêts qui vont se coaliser. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où vous avez des grands intérêts, des multinationales, qui ont intérêt à ce que le système reste tel qu'il est. Pour résister à cela, il faut se battre, il faut avoir des convictions. Ce n'est pas simplement l'air du temps.
Mais Il est trop plastique en fonction J'attends. du contexte. Bien sûr, A-t-il il ne tiré change de discours tout le temps. A-t-il tiré les leçons de la crise des Gilets jaunes? Marianne a énormément travaillé sur ce mouvement qui, à vos yeux, est un véritable tournant majeur dans le pays. Les Gilets jaunes qui, évidemment, manifestaient pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour une véritable demande démocratique d'être associés à la décision. Est-ce que les choses ont changé depuis ou se sont aggravées? Je pense que la crise démocratique, on l'a tous vu, elle s'est aggravée, elle se perpétue. Et j'ai l'impression, en effet, vous me demandiez si Emmanuel Macron avait compris, je ne crois pas et je crains qu'en fait, les gens qui sont les bénéficiaires de ce système économique n'arrivent pas à entendre ce que c'est que l'aspiration démocratique. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça ne signifie pas qu'une technocratie sait les choses mieux que ces crétins qui ont le droit de vote, donc on est obligé de temps en temps de faire semblant, et qu'on va faire leur bonheur malgré eux. Alors, quelle est la nature du divorce entre le peuple et ses représentants, puisqu'on est ici à l'Assemblée nationale, sur la chaîne parlementaire? Est-ce que ces représentants ont échoué dans leur mission ou est-ce qu'ils rejettent tous les corps intermédiaires jusqu'à leurs propres élus? Je pense que c'est une défiance qui s'est petit à petit étendue et c'est pour ça qu'il y a une urgence. C'est-à-dire que réellement, aujourd'hui, la démocratie est en danger parce que vous avez un pan entier du pays qui a fait sécession, c'est-à-dire qui cesse d'y croire, qui ne vote plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que, quel que soit leur vote, ça ne change rien. C'est-à-dire que le système se perpétue, et quand je dis le système se perpétue, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire ce phénomène qui, depuis 40 ans, a justement contourné tous les outils démocratiques par des instances supranationales, l'OMC, évidemment l'Union européenne, l'Europe, on y vient. C'est-à-dire, alors vous l'avez beaucoup critiqué. L'Europe, vous l'avez beaucoup critiqué dans tous vos livres. européen de 86. Et l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe d'après Covid, l'Europe d'après crise financière, qui a réussi à faire la planche à billets, sortir des traités, aujourd'hui qui relève les taux d'intérêt face à l'inflation, qui achète des vaccins en commun. C'est une stupidité entre nous de relever les taux d'intérêt face à l'inflation. Question sur cette Europe d'aujourd'hui qui s'apprête à harmoniser les règles de migration. Est-ce qu'elle a changé en mieux ou pas pour vous? Alors là aussi, c'est comme avec Emmanuel Macron. Il y a, face évidemment au mur du réel, une prise de conscience. Il y a certaines choses qui ont changé et en tout cas les discours ont très clairement changé. C'est-à-dire qu'on peut désormais dire que l'Europe doit protéger, on peut désormais se dire que l'Europe doit être une puissance politique et pas seulement un grand marché ouvert à tous les vents et uniformisé. C'est déjà pas mal. Mais concrètement, le problème de l'Union européenne, c'est que elle a changé de nature. Ce n'est pas celle de 1957 qui était faite pour préparer la préférence communautaire, c'est-à-dire on se protège autour et on libéralise à l'intérieur. À partir de l'acte unique, l'ensemble des traités sont en fait faits pour valider un système de dérégulation. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. Quand vous interrogez des entrepreneurs, ils vous expliquent qu'en fait, c'est une mise en concurrence totale et l'élargissement empêche au fur et à mesure, les outils démocratiques. Pour l'instant, on n'en est pas encore à un nouvel élargissement. Quand même, est-ce que vous avez énormément travaillé sur les ravages de la mondialisation, le creusement des inégalités, l'Europe d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a réalisé ça pour vous? Est-ce que c'est déjà le meilleur échelon pour vous pour essayer de combattre ça? Premièrement, je pense qu'on n'a pas trouvé de meilleur échelon que celui qui est l'échelon de la démocratie, c'est-à-dire l'État-nation. Pour l'instant, l'Europe sera sans doute un jour un échelon véritablement démocratique. Pour l'instant, c'est trop éloigné, il y a trop de strates, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez une guerre de pouvoir entre Ursula von der Leyen à la tête de la Commission et les États membres, tout simplement, et leurs représentants au sein du Conseil de l'Europe. Donc, on voit bien qu'il y a une tentative pour essayer trop tôt pour conclure. La guerre en Ukraine, évidemment très présente dans le livre, véritable déflagration pour la France, pour l'Europe. On a dû se priver du gaz russe avec les conséquences qu'on connaît. On vous reproche parfois votre anti-américanisme qui vous aurait conduit à une forme d'aveuglement sur Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que si vous regardez mes écrits, j'ai toujours considéré Vladimir Poutine comme un type dangereux, épouvantable, un dictateur. Et franchement, je n'ai jamais eu la moindre tendresse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, depuis tout à l'heure, je vous parle de démocratie. Je vous parle de donner le pouvoir au peuple. Il est le contraire de ça.
En revanche, ce n'est pas parce qu'on déteste ce qu'il incarne et sa façon de détruire petit à petit l'ensemble des outils démocratiques et la société russe, c'est pas parce qu'on déteste ça qu'il faut s'aveugler sur le fait qu'il y a un retour des empires, qu'il y a un jeu géopolitique, qu'il y a une guerre de l'information. Et je pense que la seule question qu'on doit se poser face à un conflit aussi atroce dont Vladimir Poutine est coupable. On est bien d'accord, c'est lui qui envahit et c'est l'Ukraine qui est victime. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, le débat, c'est de savoir comment on combat ça et comment on fait en sorte que les Européens puissent préserver leur sécurité face à, justement, des empires qui leur passent par-dessus la tête. Parce que le problème des États-Unis, c'est qu'ils ont été, depuis 2 ou 3 décennies, fauteurs de guerre, absolument partout, et qu'ils ont fait des catastrophes. Et que ce ne sont jamais eux qui payent le prix de ces catastrophes. Ce sont les peuples, quels qu'ils soient, très souvent d'ailleurs en Afrique, au Moyen-Orient. Avec un Joe Biden hier qui quand même avertit Netanyahou à ne pas refaire les erreurs américaine d'après le 11 septembre. Je voudrais qu'on termine très vite parce que nos affranchis nous attendent et vous allez réagir à leur parti pris. Marine Le Pen, pour revenir en France, son ascension est-elle arrêtable ? Oui. Rien n'est perdu. Mais bien sûr, là aussi, rien n'est perdu. Pourquoi ? Parce que, encore faut-il comprendre ce qui fait monter Marine Le Pen. Ce qui fait monter Marine Le Pen, c'est l'impression chez beaucoup de citoyens que ce système les écrase et qu'ils n'ont pas de prise. Mais répondons au problème. Est-ce que depuis 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, l'école va mieux ? Est-ce que la santé va mieux ? Est-ce que les services publics vont mieux ? Est-ce que les transports, le train va mieux ? Est-ce qu'il y a eu un véritable aménagement du territoire ? Est-ce qu'il y a eu une politique du logement ? Quand on fera ça, eh bien je peux vous assurer que les gens n'éprouveront pas le besoin de voter pour le Rassemblement national parce qu'au fond d'eux, ils n'en ont pas forcément envie. Vous restez avec moi, Natacha Polony. Rien n'est perdu, vous l'avez compris. C'est du Polony pur jus, c'est à lire aux éditions de l'Observatoire.